Il ne portait ni blouse blanche, ni badge officiel. Mais ce qu'il avait entre les mains valait bien plus que tous les diplômes du monde. Ce jour-là, dans un hôpital au bord du renoncement, un enfant de 12 ans est entré. Et tout a changé. Cela faisait 14 jours que la chambre 207 du service neurologique du Centre médical Saint-Benoît baignait dans un silence presque funèbre. Clara, 16 ans, gisait là, immobile, les paupières closes, le corps relié à des machines sophistiquées et hors de prix. Les médecins avaient parlé. Tous. Aucune réponse. Aucune chance. Sa mère, Élise, n'avait pas quitté ce couloir depuis 2 semaines. Les mêmes visages passaient devant elle. Les mêmes regards fuyants, les mêmes phrases codées. Elle savait qu'on l'évitait désormais. L'espoir, elle l'avait vu fondre un peu plus chaque jour dans les yeux de ces spécialistes venus de France, de Belgique, de Boston. Elle priait, ou elle essayait. Puis un soir, dans ce couloir froid, elle le vit. Un garçon, pieds nus, sale, les vêtements trop grands, accrochés tant bien que mal avec des épingles à nourrice. Il avait l'air de venir de nulle part, d'un autre monde. Mais dans ses yeux, une lucidité glaçante et une certitude que ni les professeurs en médecine, ni les chefs de service n'avaient osé afficher. « C'est votre fille là-dedans » Élise mit quelques secondes à répondre. « Oui, pourquoi ?»« Parce qu'il se trompe. Elle n'est pas morte. Elle est prisonnière. Et si on ne fait rien, ils vont la tuer. » Il s'appelait Naël, et personne ne comprit comment ce gosse, affamé et sans chaussures, avait pu deviner ce que toute une équipe médicale avait raté. Mais lui savait, parce qu'il avait vu sa sœur mourir exactement de la même manière. C'est pas un coma, c'est un syndrome d'enfermement. Elle est consciente. Son livre médical déchiré dans les mains, il montrait les notes, les symptômes, les anomalies ignorées. Il parlait comme un adulte. Il citait des articles inconnus, des recherches marginales, des cas rares. Mais il parlait avec le cœur d'un frère. La chef du service, Dromorel, fut appelée d'urgence. Le regard hautain, les bras croisés, elle le jaugea de haut. « Tu n'es pas médecin. Et pourtant, je suis le seul à voir ce que vous refusez d'admettre. » La tension monta d'un coup. Naël expliqua. Il raconta sa sœur, sa mort, les mêmes erreurs, les mêmes décisions précipitées. Il montra le EG, les ondes, les signes faibles mais bien présents d'une activité consciente. Dromorel hésita. Un frisson l'effleura. Car au fond, elle savait. Les chiffres n'étaient pas nets, mais son orgueil refusait de céder face à un enfant. « Si tu as tort, tu quittes cet hôpital. Si tu as raison, je te laisse décider du traitement. » Naël accepta. Ce qui se passa ensuite dépassa la médecine. Naël parla à Clara, tout doucement. Il lui demanda de cligner des yeux. 2 fois si elle comprenait. Elle le fit. Le choc fut brutal. L'équipe s'effondra intérieurement. La mère de Clara s'écroula de soulagement. Clara était consciente, depuis le début. « Vous l'avez enfermée dans votre silence médical. » Mais elle criait à l'intérieur, dit Naël. Il prescrivit ce que personne n'avait envisagé. Anti-inflammatoire, stimulation douce des nerfs, arrêt immédiat des sédatifs. Dromorel, les mains tremblantes, exécuta. En silence. Clara commença à réagir. Ses doigts bougèrent, ses signes vitaux s'améliorèrent, et en quelques heures, sa conscience émergea. La jeune fille que tout croyait perdue revenait. Mais ce n'était que le début, car ce que ce garçon venait de révéler allait remettre en cause tout un système. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ces histoires vraies qui réveillent les consciences. Ton soutien compte, et on continue l'histoire maintenant. Quand Clara ouvrit les yeux, il n'y eut pas de musique dramatique, pas de miracle de cinéma. Juste un souffle, un battement, et une voix si faible. « Maman ?» Élise se figea. Le temps se suspendit. Puis, comme un barrage qui rompt, les larmes jaillirent. Elle s'effondra sur le lit de sa fille, serrant cette main qu'elle pensait perdue à jamais. Mais la vraie tempête ne faisait que commencer. Le lendemain matin, l'hôpital tout entier était en ébullition. Un enfant sans abri venait d'humilier, sans le vouloir, une équipe médicale à plus de 2 millions d'euros la journée. Naël, ce garçon au regard trop vieux pour son âge, restait discret. Il ne cherchait pas la gloire. Il restait près de Clara, répétant les exercices, suivant les améliorations, notant chaque micro-réponse sur son vieux cahier. Pendant ce temps, Dromorel affrontait l'inévitable. Les regards, les questions, les jugements. Un des médecins de l'équipe, Dr Lecourt, l'interpella dans un couloir.
Comment avons-nous pu passer à côté de ça? On a failli l'enterrer vivante. Elle ne répondit pas. Parce qu'au fond, elle connaissait la réponse. Ils avaient tous regardé les machines. Mais lui, Naël, avait regardé l'être humain. Le scandale éclata au grand jour. Les médias s'en emparèrent. Titre dans les journaux. Une erreur à 500 000 € évitée par un sans-abri de 12 ans. La médecine en échec face à un garçon sans diplôme. Le ministère de la Santé demanda une enquête. La direction de l'hôpital convoqua une réunion de crise. Mais au milieu de ce chaos administratif, une vérité subsistait. Clara était en vie. Grâce à un enfant que personne n'avait voulu écouter. Naël, lui, s'éclipsait dès qu'il pouvait. Il ne voulait pas les caméras. Il voulait juste qu'on ne reproduise pas les mêmes erreurs. Dans le salon des familles, Dremorel le retrouva seul, assis, un sandwich à la main, son livre sur les genoux. Elle s'assit face à lui. Je n'ai pas l'habitude de m'excuser. Il haussa les épaules. Moi non plus. Tu m'as fait voir ce que j'avais oublié. Ce que c'est être médecin. Elle le regarda longuement. Où as-tu appris tout ça? Ma sœur est morte. J'avais 9 ans. Personne ne m'a cru quand je disais qu'elle bougeait les yeux. Alors j'ai cherché. J'ai lu. J'ai tout lu. Parce que je voulais comprendre. Parce que je ne voulais plus jamais être impuissant. Un silence lourd s'installa. Puis Dremorel d'une voix brisée. Si je t'avais écouté plus tôt, on aurait évité 2 semaines d'enfer. Peut-être, mais il n'est pas trop tard pour les autres. Ce soir-là, un homme en costume entra dans la chambre de Clara, le directeur de l'hôpital. Il s'approcha de Naël. « Tu veux faire ça toute ta vie? Sauver des gens comme tu l'as fait ?» Naël le regarda droit dans les yeux. « Je veux que plus jamais un médecin dise « c'est fini » alors qu'il n'a même pas regardé vraiment. Alors, je te propose un partenariat. Le deal était simple. Naël aurait accès au dossier des patients laissés pour compte. FMIA. Il serait officiellement consultant pour les cas jugés irrésolvables. Et il pourrait poursuivre ses recherches avec un vrai encadrement. Naël accepta. Pas pour lui. Pour sa sœur. Pour Clara. Pour tous les invisibles qu'on oublie derrière des diagnostics automatisés. Une semaine plus tard, une plaque fut posée dans l'hôpital. Un jour, un garçon sans statut a redonné un sens au mot médecine. Que cette salle ne l'oublie jamais. Clara, désormais éveillée, reprenait des forces. Son premier souhait fut d'écrire un témoignage. Son titre, « J'étais là. Vous ne m'avez pas vu. » Et Naël, il continue. Chaque nuit, il parcourt les hôpitaux, les urgences, les couloirs silencieux, à la recherche d'un autre regard vide qui crie en silence. Il écoute, il note, il observe. Parce que pour lui, le savoir ne réside pas dans les diplômes, mais dans l'attention, l'amour et le refus d'abandonner.